et à tous. Merci donc d'être présent à cette conférence facultaire. C'est comme ça qu'on a intitulé un ensemble de conférences dans laquelle on essaye de faire venir des personnalités donc, du monde politique, du monde social, du monde universitaire aussi, dans une optique à la fois, on va dire, plus grand public que des colloques universitaires et professionnels en tout cas. Du point de vue de l'université, c'est comme ça qu'on avait eu Michel Barnier, c'est comme ça qu'on était supposé avoir François Hollande, ça n'avait pas bien tourné. Et on remercie René Dosière d'avoir accepté, en dépit de cet épisode fâcheux, qui aurait pu lui créer quelques craintes, de venir chez nous. Donc on est très content qu'il soit là. Je laisserai Jean-Philippe Desrosiers présenter de manière plus directe René Dosière. Je veux juste souligner que tout à l'heure je parlais de personnalité politique et universitaire. On a un petit peu les deux avec René Dosière, puisqu'il est d'abord connu comme ancien député de l'Aisne, comme parlementaire, mais il a été aussi, alors peut-être qu'il est encore enseignant à l'Université de Reims, notamment en matière de finances locales. Et donc, c'est pour ça qu'il est ici, il est surtout connu pour le travail très important qu'il a fait sur le budget de la présidence, et pour le rôle très important qu'il a eu dans un ensemble de réformes visant à assurer une meilleure transparence en la matière, sachant que justement cette transparence, on va dire, de l'usage des deniers publics fait partie des enjeux forts depuis un certain temps, mais notamment dans les débats actuels. Donc voilà, mon rôle ici, c'est juste de remercier l'ensemble de ceux qui ont permis à cette conférence d'avoir lieu, donc bien sûr Jean-Philippe, bien sûr René Dosière, bien sûr aussi notre service communication, le service du campus, le service de la faculté. Donc je n'irai pas plus loin et je passerai la parole à Jean-Philippe pour une présentation plus professionnelle. Merci cher Jean-Gabriel et merci à Stéphanie Damarel de s'être associée à moi pour l'organisation de cette conférence facultaire, étant donné que la précédente que j'avais co-organisée avec toi a connu le succès que tu as rappelé. Je me suis dit que nous ne serions pas trop de trois pour affronter l'organisation de celle-ci. Au cours de laquelle nous accueillons donc René Dosière pour une conférence sur l'Élysée, sur vivre à l'Élysée de 1958 à aujourd'hui. Et avant de lui passer la parole, quelques mots pour le présenter, pour faire en quelque sorte le quart d'heure Dosière. Le quart d'heure Dosière, c'était selon les dires de Jean-François Copé, et si on m'avait dit un jour que je citerais Jean-François Copé dans un amphithéâtre universitaire, je ne l'aurais jamais cru. C'est ainsi donc que Jean-François Copé avait nommé le passage à la tribune en début de session ordinaire, au moment où débute le débat général sur la loi de finances de l'année à venir, où René Dosière, parlementaire, député de la première circonscription de l'Aisne, pendant un quart d'heure, une quinzaine de minutes, effectivement, présentait une analyse du budget de la présidence de la République. Et donc, nous allons, cher René, te faire passer un bon quart d'heure, et peut-être même davantage, en notre compagnie, du moins en commençant par quelques mots pour te présenter. D'origine, de formation, tu es géographe, tu as fait des études supérieures en histoire-géographie, un diplôme d'études supérieures en géographie, et très rapidement, tu as entamé une carrière politique, d'abord plutôt orientée vers la société civile, montrant par là qu'il y a différentes façons de faire de la politique, pas seulement en étant élu, mais aussi en s'investissant dans le monde associatif. Et ta première élection remportée est en 1977, deux élections en réalité, puisque la même année tu deviens conseiller municipal et premier adjoint à la mairie de Laon, et conseiller régional de Picardie, à l'époque où la Picardie existait encore de façon administrative, puisque aujourd'hui nous sommes tous dans la même région des Hauts-de-France. Carrière politique sur le plan local, tu deviens maire en 1983, tu deviens auparavant président du conseil régional de Picardie en 1981, pendant 2 ans,
et tu seras maire ensuite de 1983 jusqu'en 1989, sans t'éloigner ensuite de la vie politique locale, puisque tu resteras conseiller municipal jusqu'en 2001, et parallèlement élu au département de l'Aisne à partir de 1993 jusqu'en 2008. Mais l'investissement local et la présence dans les mandats locaux est, me semble-t-il, essentiel, mais ce n'est pas là que tu as le plus fait parler de toi, et en tout cas ce n'est pas pour cette raison que tu es présent parmi nous aujourd'hui, c'est bien pour ton passage pendant 25 ans à l'Assemblée nationale, élu pour la première fois en 1988, tu y resteras jusqu'en 2017, à l'exception de la petite parenthèse de 1993 à 1997, qui fait que tu es revenu en 1997 dans l'élan de la gauche plurielle, et tu y resteras alors pendant 20 ans jusqu'en 2017. Membre de la commission des lois, tu seras également membre de la commission spéciale qui aura été créée pour rédiger et examiner et adopter la LOLF, la loi organique relative aux lois de finances. Et c'est surtout dans ton travail minutieux sur les finances publiques, et en particulier le budget de la présidence de la République, que tu seras connu. Et c'est là véritablement un exemple. Je ne sais pas si il y a véritablement des députés et des sénateurs exemplaires, mais tu as véritablement montré par le travail que tu as mené le triptyque des missions d'un parlementaire, que je m'efforce d'enseigner à mes étudiants. Représenter, tu étais présent en circonscription, on a rappelé tes mandats locaux, mais aussi en tant que député. Légiférer, tu as participé à l'élaboration de nombreuses lois, bien sûr tu les as toutes votées, mais sur certaines tu t'es davantage investi. Et enfin, et surtout, contrôler. Contrôler même ce qui est difficilement contrôlable, puisque jusqu'à ton arrivée et jusqu'à ce que ton travail porte ses fruits, le budget de la présidence de la République, du premier responsable de l'État, ne faisait l'objet d'absolument aucun contrôle et presque d'aucun vote, puisque les finances de la présidence de la République étaient en réalité, et tu vas nous l'expliquer, récupérer d'autres ministères et récupérer de ce que l'on appelait autrefois les fonds secrets, les fonds spéciaux du Trésor. Tout cela a porté ses fruits, puisque désormais le budget de l'Élysée est inscrit à la loi de finances dans une mission dédiée, la mission pouvoir public. Tout cela a porté ses fruits, puisque désormais le budget est transparent et contrôlé, notamment par la Cour des comptes, et il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est Nicolas Sarkozy qui a permis cette ouverture. Peut-être qu'aujourd'hui, il reviendrait un peu sur sa décision, parce que ça n'a pas été totalement à son profit, mais en tout cas, le résultat est là. Et tout cela t'a également conduit vers une œuvre et une carrière presque littéraire, si j'ose dire, puisque tu as publié plusieurs ouvrages, de nombreux ouvrages. L'argent caché de l'Élysée en 2007, qui est le premier, en tout cas le premier dédié à ce sujet, et le dernier, je ne peux pas tous les citer, Fred Palais, qui est paru en 2019 et dans lequel tu parles de la fin du secret dépense pour l'Élysée. Et je n'en citerai que 2 passages avant de te donner la parole, et j'invite les uns et les autres à compléter ces passages en se plongeant dans la lecture de cet ouvrage qui est tout à fait passionnant, et je le dis sans flagornerie aucune, qui se lit véritablement avec beaucoup d'aisance. Tu nous dis d'abord, tout cet argent qui finance l'Élysée est dépensé de manière totalement dérogatoire aux principes les plus vénérables et traditionnels de la gestion publique. En particulier, l'ordonnateur qui décide de la dépense est en même temps le comptable qui verse la somme, alors que la séparation entre les 2 fonctions constitue un pilier de la comptabilité publique depuis 1822. Il n'existe aucune vérification d'un contrôleur financier, comme dans les ministères ou de la Cour des comptes. En fin d'année, les sommes non dépensées restent dans les caisses de l'Élysée. Cela, c'était avant 2007-2008. Puis quelques lignes plus loin,
aujourd'hui, le budget de la présidence de la République est devenu le plus transparent et le plus contrôlé de nos institutions publiques. J'ajoute, ce n'est pas dans le livre, essentiellement grâce à un député du nom de René Dosière, qui pose la question « Comment en est-on arrivé là ?» C'est ce que tu te proposes de nous raconter maintenant. Merci Jean-Philippe. Comme je vais parler debout, je vais me mettre ici. Je préfère parler debout. Bonjour à toutes et à tous, et puis bonjour ainsi aux autorités universitaires qui m'ont invité. Puis je salue tout spécialement mon ancien collègue Bernard Derosier, avec lequel, et le nom Derosier, de temps en temps, on parlait de René Derosière. Hein, on mélangeait un petit peu de nom. On était proches à la fois politiquement et puis géographiquement. Voilà, puis on a travaillé tous les deux. Ça fait très plaisir de retrouver un plateforme. Bien. Je vais essayer de tenir, non seulement je vais essayer, mais Jean-Philippe le fera, de tenir un maximum de 45 minutes, si je peux faire encore un peu moins, pour vous permettre justement de poser un certain nombre de questions. Et donc en concentrant un peu mon exposé, naturellement je serai peut-être un peu synthétique, voire peut-être un peu caricatural, mais vous pouvez après naturellement poser des questions qui vous intéressent, et puis surtout les détails un peu plus croustillants ou autres. Je ne peux que vous renvoyer à mon ouvrage. Alors, le palais de l'Élysée, je crois que tout le monde là le connaît, enfin, on connaît l'image, c'est un des symboles de la République. C'est depuis la Deuxième République, c'est-à-dire depuis 1848, que cette maison, cet hôtel, l'hôtel d'Évreux, du nom de son constructeur au XVIIIe siècle, est devenu le siège de la présidence de la République, Louis-Napoléon Bonaparte, ayant été, en 1848, élu président de la République jusqu'à l'élection d'Emmanuel Macron, le plus jeune président de la République française. On a retenu qu'après, il est devenu empereur, enfin, il a mis fin à la République avec le coup d'État de 1851, mais enfin, quand même été président de la République, et c'est, je crois, le seul président de la République française qui est enterré à l'étranger, puisque après la défaite du Second Empire, il est allé se réfugier en Angleterre. Bien. La Troisième République, après l'épisode du Second Empire, la Troisième République, en 1879, va faire du palais de l'Élysée, cette fois-ci, le siège officiel de la présidence de la République. Et donc, vous voyez que c'est une tradition qui dure depuis longtemps. Et en 1958, quand le général de Gaulle arrive au pouvoir et devient président de la République, il occupera le palais de l'Élysée, faute d'ailleurs d'un autre lieu. Il aurait bien aimé les Tuileries, mais les Tuileries ont été incendiées en 1871 par la Commune. Il aurait bien aimé le Trianon, mais il était dans un état difficile. Bref, il n'y avait pas d'autre endroit. Alors, il est choisi au palais de l'Élysée. Il n'aimait pas ce lieu. La réputation du palais de l'Élysée, c'est un monument historique, il a connu beaucoup de choses, mais ici est passé un certain nombre d'événements qui subsistent d'autant plus que l'un des lieux au palais de l'Élysée, qui s'appelle le Salon d'Argent, qui n'a pas été pratiquement modifié depuis sa construction en 1805, est un salon un peu particulier. Dans ce salon, au décor un peu bleu, violet, avec beaucoup de scènes amoureuses, d'angelots, etc., de tentures, Napoléon Ier, Napoléon le Grand, y a signé sa reddition en 1815, à l'issue des 100 jours. Ça ne laisse pas un bon souvenir, chef d'État. C'est également dans ce salon que Napoléon III a décidé, lors d'une réunion secrète, le coup d'État du 2 décembre 1851 avec ses proches, bon, pas non plus un bon souvenir, et puis un peu plus anecdotique. C'est dans ce salon que un de nos anciens présidents de la République
a décédé dans les bras de sa maîtresse. Et évidemment, il s'agissait de Félix Faure, en 1905, je crois, celui dont Clémenceau a dit après « Il se voulait César et il mourut Pompée ». Voilà, je ne développerai pas davantage. Alors, tous ces souvenirs ne plaisaient pas beaucoup au général de Gaulle. Enfin, ceci dit, l'Élysée, le palais de l'Élysée, qui a été longtemps le lieu où il y avait très peu de fonctionnaires, parce que sous la 3e ou la 4e République, le président de la République ayant très peu de moyens, très peu de compétences, de pouvoir, n'a pas besoin d'un effectif important. C'était surtout un lieu où on recevait les chefs d'État étrangers, on les hébergeait là, et puis l'habitude s'était prise de loger un peu partout, un peu tout le monde. Quand le général de Gaulle arrive là, la présidence de la République, de la 5e République, c'est autre chose. On va faire de l'Élysée un lieu de travail, on va transformer les appartements en bureaux, et puis on va même s'agrandir et on va finir par acheter à côté de l'Élysée, dans ce qui s'appelle la rue de l'Élysée, d'autres bureaux pour mettre un petit peu tout le monde. Donc on a beaucoup changé, naturellement, l'Élysée à ce moment-là, et je dirais que le général de Gaulle a pris la présidence de la République, prend une dimension politique beaucoup plus considérable. C'est aujourd'hui, je pense que vous le savez, le cœur ou le cerveau, comme vous voulez, ou le centre nucléaire enfin, de notre vie politique, puisque c'est quand même là que se concentre le pouvoir, le premier pouvoir, et donc c'est un endroit que le monde entier connaît, mais curieusement, le général de Gaulle ne va rien changer au statut financier et fonctionnel de l'Élysée. C'est-à-dire que l'Élysée disposait d'une somme faible, de l'ordre de 2 millions d'euros, pour fonctionner, pour le président de la République, et puis il n'y avait pas grand monde, ça suffisait. Le général de Gaulle ne change rien du tout. On dirait pourquoi. Bon, d'abord parce qu'en 1958, la France a d'autres préoccupations. L'arrivée au pouvoir du général de Gaulle est liée à la guerre d'Algérie. Pendant 4 ans, jusqu'en 1962, fin de la guerre d'Algérie, je veux dire, la préoccupation principale des Français, c'est naturellement la fin. Là, c'est la guerre d'Algérie et la façon dont ça va se terminer. Donc, le général de Gaulle n'est contesté par personne. Puis après 1962, élection du général de Gaulle au suffrage universel à la présidence de la République. En 1962, les élections législatives sont les premières qui donnent une majorité au président, ce qui n'était pas le cas des régimes précédents. Et donc, à partir de là, on ne va pas remettre en cause et on ne va pas oser parler, je dirais, des problèmes d'intendance, etc. Et la République fonctionne de cette manière-là. Elle va y fonctionner, je dirais, dans le silence absolu du Parlement. On vote, le Parlement vote la dotation, les fameux 2 millions, en gros, sans jamais discuter, parce que c'est le chef de l'État, parce qu'on a fait attention, voilà. Et puis il faudra attendre, je dirais, 2001 pour que, pour la première fois, on parle du fonctionnement du budget de l'Élysée dans l'hémicycle, par mon initiative, et puis il faudra attendre 2008, le budget 2008, fin de l'année 2007, la discussion budgétaire, pour que le président de la République de l'époque, Nicolas Sarkozy, décide de modifier, je dirais, le fonctionnement de l'Élysée. Alors, la présidence avant, donc il y a un avant ou un après 2008. Alors, avant 2008, on ne peut pas parler de budget à la présidence de la République. Il y a des dépenses, moins d'un budget. Les dépenses dont on ne sait rien. Enfin, on voit, quand le président se déplace, etc., mais on n'a pas de documents publics. On ne connaît pas les effectifs de la présidence, il n'y a pas de contrôle sur les dépenses, et puis on va se découvrir, tout ça on découvrira un peu plus tard, qu'il n'y a aucune règle budgétaire ne s'applique. Bref, la gestion de l'Élysée est une gestion purement privée. C'est de l'argent public,
mais qui est utilisé, il n'est pas question de bon de commande, il n'est pas question d'appel d'offres, enfin, c'est des mots inconnus tout ça, on ne sait pas. Voilà, voilà. On a de l'argent, on dépense, alors d'où vient l'argent? L'argent vient de la dotation de l'État. 2 millions, en gros 2 millions, ça va très peu bouger jusqu'à Jacques Chirac. Bon, après ça augmentera, mais là ça augmente très peu. C'est voté sans aucun problème, jamais une observation. Voilà, on ne touche pas à l'argent destiné au chef de l'État, ça c'est une tradition qui remonte à la Révolution française. À la Révolution française, l'Assemblée nationale naissante confisque les biens de la royauté, nationalise en quelque sorte les biens de la royauté. Alors, comme le roi n'a plus d'argent, on va lui verser une liste civile, donc il a une dotation, en quelque sorte, et puis il en fait ce qu'il veut. Et au nom du respect qu'on a encore à l'époque, alors même guillotiné, au nom du respect qu'on a envers le roi, il n'est pas question de demander des comptes au roi sur la façon dont il utilise son argent, il utilise comme il veut. Donc on ne demandera jamais aucun compte, et ça va se poursuivre dans tous les régimes, jusque les rois extérieurs, Napoléon Ier, troisième, etc., les présidents de la République. Donc l'idée, voilà, le président a une dotation, discute pas, point final. Et ça n'est pas changé. Mais cette dotation, qui suffisait sous les régimes précédents, 3e et 4e République, sous la 5e République, ça se développe, les observateurs se rendent compte qu'elle est très insuffisante. Donc alors, d'où sont les autres ressources? Il y a une autre source, ce sont les fonds secrets, ou les fonds spéciaux, on l'appelle. Depuis 1946, d'ailleurs ça existe aujourd'hui, il y a 90 millions d'euros de fonds spéciaux. Mais aujourd'hui, ce sont de vrais fonds spéciaux. Alors les fonds spéciaux, c'est quoi? C'est l'argent... c'est l'argent dont nos services secrets ont besoin pour faire leurs opérations, pour faire leur stratégie. D'une manière générale, pour ce type d'opération, on n'a pas de bon de commande à faire, ni de justificatif à fournir. Vous savez, quand un chef d'État étranger vient en France et qu'il veut passer une nuit agréable et qu'il faut lui fournir quelques escortes, on ne va pas demander des justificatifs ou j'ai des factures après. Bon, alors, je vous donne ça comme exemple. Enfin, il y a d'ailleurs des choses plus sérieuses, enfin, l'armement, l'achat d'armes, le voyage, enfin bref, des opérations secrètes, aller tuer tel ou tel type à l'étranger, mettre une bombe dans un avenir comme le Rainbow Warrior, qui n'est pas une gloire pour nos services secrets. Tout ça ne se fait pas au grand jour. D'ailleurs, quand ça réussit, on n'en entend pas parler, mais les agents enquêtés ont besoin de cet argent. Alors aujourd'hui, ils l'ont. Mais à l'époque, les fonds secrets, ça sert aussi à autre chose. Et bien, ça sert à payer l'Élysée, ça sert à payer les fonctionnaires, et puis ça sert aussi, ce qui est un peu une nouveauté, à payer les ministres. Sachez que de 1946 à 2002, tous les ministres des Finances de la République française, il y en avait beaucoup, étaient payés en liquide. Et ne payaient pas d'impôts. On a retenu Cahuzac. Avant, tous les ministres, je vais dire, et pas seulement les ministres des Finances, tous les ministres de la République française qui sont succédés de 1946 à 2002 étaient payés au black, au blanc. Alors ça venait où l'argent? Ça venait des fonds secrets. Et que le chef de cabinet du Premier ministre allait tous les mois à la Banque de France retirer de l'argent, des billets et tout, et puis rentrer. Ensuite, les chefs de cabinet de tous les ministres venaient le voir. Ils repartaient tous avec une petite mallette, puisque chaque ministre avait le droit à une dotation. Combien? On ne sait pas. Sinon, ce ne serait pas les fonds secrets. Et puis, à l'intérieur du ministère, là, le ministre, le chef de cabinet, réunissait les membres du cabinet, puis partageaient la somme. Il y avait le temps pour le ministre. Il paraît qu'il y en a certains qui gardaient tout pour eux, puis les autres partageaient. Bref, on ne savait pas combien était payé. Alors, la suppression des fonds secrets, alors, en 2002, Lionel Jospin, Premier ministre, va décider de supprimer les fonds secrets. Ou plus exactement, il décide de supprimer la partie
des fonds secrets qui ne servent pas à des opérations secrètes. Ça pouvait servir à tout, hein, les fonds secrets, financement de la vie politique, bref. Et donc, à partir de 2002, à partir de 2003 très exactement, 2002, 1er janvier 2002, il n'y a plus, je dirais, de fonds secrets servant à financer le fonctionnement du gouvernement ou des ministres. Il faudra attendre le mois de juillet 2002 pour que là, les ministres, une loi fixe la nouvelle rémunération des ministres, autour de 14 000 €. Voilà, à ce moment-là, mais jusqu'à ce moment-là, c'était tout à fait confidentiel. C'est une décision importante de supprimer les fonds secrets, voilà, à ce moment-là, sur le plan administratif. Donc c'était une partie des fonds secrets qui servait à l'Élysée. Et puis il y avait une troisième ressource, qui était la plus importante, c'était les contributions financières de tous les ministères, puisqu'après tout, le chef de l'État était maintenant le chef de l'exécutif, le gouvernement, c'est son gouvernement. Donc c'est lui qui nomme les ministres, d'ailleurs. Bon. Et donc, tous les ministres sont mis à contribution, le ministère de la Défense, de l'Intérieur, ils fournissent des effectifs, ils fournissent du matériel, ils fournissent des hommes. Alors, tout ça figure dans les budgets de chaque ministère, mais ils ne sont pas isolés. Hein. Je veux dire, quand vous payez, si vous mettez 10 pompiers à l'Élysée en service, bon, ils sont payés par le ministère de l'Intérieur sur son budget, mais enfin, on ne vous dit pas il y a 10 pompiers à l'Élysée, il faut aller le chercher, il faut aller poser la question, etc. Bref, et les ministères financent. Puis il y avait même d'ailleurs, outre les ministères, vous aviez des sociétés, des grandes sociétés qui, comme Air France, peut-être EDF, enfin les grandes sociétés nationales, qui embauchaient les cadres et qui les mettaient à disposition à l'Élysée. C'était vraiment des entreprises qui font ça pour les sociétés. On ne savait pas que ça existe comme ça. Il y avait quelques personnes qui avaient des postes importants à l'Élysée. Bref, vous avez compris, on se débrouille. Et c'est comme ça que l'Élysée fonctionnait. Bon. Ça n'était pas très, très clair. Alors, comment les choses vont changer? Elles vont changer sur la période 2001-2007. C'est-à-dire la période pendant laquelle je vais m'intéresser, un peu par hasard, je vais m'intéresser au budget de l'Élysée et commencer à dire qu'est-ce que c'est, comment est-ce que ça fonctionne. Donc, il m'a fallu un peu 6 ans pour faire la pression, pendant 6 années, il fallait ça poser. Alors comment j'ai fait? D'abord, il y a une procédure que je vais utiliser, ce sont les questions écrites. Vous connaissez sans doute les questions au gouvernement, celles que vous regardez maintenant, on peut voir à la télévision le mardi après-midi, hein, on a échangé. Bon, j'espère que pendant ce temps-là, vous travaillez, c'est plus intéressant que de regarder cette séance de théâtre. Enfin, j'insiste pas, ça c'est du cinéma, après tout. Bon, voilà. Mais la question écrite, c'est autre chose. C'est une question que c'est le droit de chaque parlementaire de poser une question à un ministre, et puis cette question paraît au journal officiel, la réponse paraît également au journal officiel, et sur la question écrite, là, le ministre est finalement tenu de répondre, même si le taux de réponse sont quelquefois tardifs. Mais voilà, c'est cette procédure que j'ai utilisée. Alors en posant des questions qui au début paraissaient des questions un peu stupides, combien il y a de voitures à l'Élysée, combien il y a de chauffeurs, combien... Enfin, tout ça on se demandait... oui, mais c'est comme quand vous faites un tableau ou un puzzle. Hein. On n'a pas le résultat du premier coup, puis les pièces, on les ajoute au fur et à mesure. Puis à la fin, on a un tableau. Et puis j'ai interrogé chaque ministère, en demandant à chaque ministère combien vous mettez de personnes à l'Élysée, combien ça coûte, quels sont les moyens, etc. Et donc, en multipliant, je dirais, les questions de cette manière-là, en insistant d'ailleurs, parce que quand on ne me répondait pas, quand on me répondait à côté, je leur disais, attendez, je vous ai posé une question, vous me répondez à côté, alors je vous pose la question. Et puis alors, quand on ne répondait pas, je reportais sur les grands chevaux, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des obligations au gouvernement, respect du Parlement, bon, etc. Bon, et donc, il y a eu ça. J'ai posé à l'époque, d'ailleurs, 183 questions écrites sur ce sujet-là. J'ai eu 159 réponses. Ça finit. Et puis, en dehors des questions écrites, posées donc à n'importe quel moment, il y a la possibilité de prendre la parole dans l'hémicycle. Et donc, à chaque fois que
le budget de la présidence était présenté au mois de novembre, je prenais la parole, ce que Jean-Philippe a appelé, enfin plus exactement ce que Jean-François Copé a appelé le quart d'heure d'osière, c'était pas un compliment qu'il faisait. De dire, il nous emmerde pendant un quart d'heure. D'ailleurs, Copé a dit par ailleurs que Dozier ne connaissait rien du tout au budget, qu'on lui a expliqué, il posait sans arrêt les mêmes questions. Il a fini quand même par reconnaître qu'après tout, il avait un peu tort. Bon. Mais, et donc, en posant des questions à ce moment-là, alors poser des questions, on n'arrive pas à faire changer les choses, mais on attire l'attention du public, et puis même déposer de temps en temps des amendements. Un amendement, vous savez, c'était à l'époque de dire il faut enlever les crédits là pour les mettre ici. J'ai même proposé un jour de supprimer, d'augmenter d'ailleurs la rémunération du président de la République en allant chercher des crédits dans la chaîne parlementaire du Sénat. Le Sénat n'a pas apprécié qu'on veuille diminuer. Bien entendu, je n'avais aucune chance de faire voter des choses de ce type, mais un amendement, c'était à l'époque 5 minutes de temps de parole. Puis on vous répondait, puis on pouvait répondre à nouveau. Donc on avait un petit peu de temps dans ça. Ouais, donc il y avait ça. Et puis, lorsqu'il y avait des débats plus importants, là, c'était l'occasion aussi de parler du budget de l'Élysée. Je me rappelle un débat en particulier en mars 2006. Alors, arrive à l'Assemblée un projet de loi qui modifie les conditions de l'élection présidentielle. C'était une modification mineure, peut-être sur les désignations de candidats, sur telle ou telle pièce administrative qu'il fallait déposer. Et là, j'obtiens de mon groupe politique, du groupe socialiste, l'autorisation de déposer une motion de procédure. À l'époque, les motions de procédure, c'est 90 minutes de temps de parole. C'est réduit maintenant à 15 minutes. Mais à l'époque, c'était 90 minutes. Et donc, pendant 90 minutes, j'ai pris la parole. Je n'ai pas du tout parlé de modalités de l'élection. J'ai fait un cours sur le budget de l'Élysée, en expliquant comment c'était, en expliquant tout ce que je vous dis là, dans les chiffres, en faisant des propositions. Pendant 90 minutes, mes collègues étaient obligés de supporter. Voilà. Donc, en utilisant toutes ces, si vous voulez, ça, et puis en faisant des points presse, à chaque fois que j'avais une réponse intéressante, moi, je convoquais la presse, je disais, voilà, il y a ça, et la presse adorait ce genre. C'était des éléments que personne ne connaissait, qui étaient connus. Donc, tout ça a fait que, durant cette période, pendant 6 ans, eh bien, on a enfin parlé du budget de l'Élysée, on s'y est intéressé, et j'ai pu, à la fin de l'année 2007, si vous voulez, me faire apparaître que le budget de l'Élysée, c'était pas ce dont on parlait, c'est-à-dire à un moment donné, j'ai pu établir le budget 2005, et ben, le budget 2005 qui était officiellement à hauteur de la dotation parlementaire, était à hauteur de 30 millions, à l'époque, on avait augmenté sous Chirac, eh bien, oui, 2005, c'est ça, donc on est à 30 millions officiellement, la dotation, hein, avec les secrets qu'on avait réintégrés, bien sûr. Et en réalité, j'ai dit non, c'est pas ça le budget. Si on compte tout ce que les ministères financent, le budget, il est à 90 millions. Autrement dit, dans le budget de l'Élysée, vous avez la partie qu'on voit émerger, et puis en fait, la partie qui est immergée, c'est comme dans un iceberg. La partie immergée était beaucoup plus importante, 3 fois plus importante que la partie officielle. Alors, ça commence à poser un problème, en disant, attendez, on vote 30 millions pour fonctionner l'Élysée, puis en réalité, tous les ministères apportent un financement qui représente 2 fois plus. Et donc, il faut clarifier les choses. Et là, on bénéficie du fait qu'il y a une nouvelle logique financière qui s'est instituée, c'est la LOLF, loi organique sur les lois de finances, qui prévoit que désormais le budget doit être présenté par mission, qu'on doit s'occuper des résultats, et qu'ensuite, je veux dire, dans chaque mission, on doit retrouver, je dirais, les financements qui viennent de tous les ministères. Par exemple, sur la mission sécurité routière, eh bien, il y a des financements qui viennent de l'intérieur, de la santé, etc., mais tout se retrouve dans cette mission-là. Et pour l'Élysée, il n'y a pas une mission, mais il y a en particulier une notion qui s'appelle pouvoir public, qui regroupe les budgets de la présidence de la République, le budget de l'Assemblée, le budget du Sénat, le budget du Conseil constitutionnel. Et donc, il apparaît que dans
dans cet ensemble, le budget de l'Élysée devrait regrouper la totalité des sommes que les divers ministères lui consacrent. Et c'est une décision, si vous voulez, qui va s'imposer. C'est d'ailleurs, notamment en 2007, à la fin de l'année 2007, quand je donne tous ces détails et toute cette méthodologie dans l'ouvrage qui s'appelle L'argent caché de l'Élysée, qui s'est bien vendu d'ailleurs, à peu près 12 000 exemplaires. Bon, quelqu'un qui n'est pas très connu, c'est déjà pas mal. Bon. Et, bon, mais ça permet, outre le fait que ça m'a permis d'être élu en 2007 très facilement, alors que le Parti socialiste voulait un peu l'éliminer, mais enfin bon, à ce moment-là, néanmoins, il devient impossible, je dirais, d'éviter le changement. Alors il va y avoir un élément déclencheur à l'été 2007, c'est la carte bleue de Cécilia Sarkozy. Au mois de juillet 2007, le président de la République, le nouveau président, c'est moderne, etc., a donné à son épouse une carte bleue pour payer ses dépenses, c'est tout ça. Le problème, c'est que, s'agissant de la comptabilité publique, seuls les comptables publics peuvent manier l'argent public. Dans une commune, quand vous êtes maire, vous donnez un ordre de paiement, mais c'est le comptable qui paye. Un maire ne peut pas vous faire un chèque, si jamais un jour il vous le propose, méfiez-vous. Il doit être très clair. Il ne peut pas manier d'argent public. C'est le comptable qui exécute. Autrement dit, déjà, Madame Sarkozy, elle n'est pas, à l'époque, elle n'est pas un comptable public, donc elle n'a pas le droit. Et manier l'argent public quand on n'a pas le droit, c'est fini sévèrement. Et puis en plus, autrement, de toute façon, Madame Sarkozy, on ne connaît pas juridiquement Madame Sarkozy. On ne connaît, plus exactement, on ne connaît pas l'épouse du président de la République. On a voté pour un président de la République, on n'a pas voté pour un couple. Autrement dit, une fois que le président est élu, je dis le président parce que jusqu'à présent, on n'a jamais eu de présidente. C'est tout ça. Mais donc, la conjointe du président, elle n'a pas d'existence juridique. Elle est là, alors on ne sait pas comment la traiter d'ailleurs, jusqu'à ce que Macron décide une forme d'officialisation, on ne sait pas. Bon. Et donc, elle n'a vraiment pas le droit. Alors, je pose une question. Je monte sur les grands chevaux, pour la première fois dans l'histoire de la République française, l'épouse du conjoint, l'épouse du président de la République a l'autorisation de manier des fonds publics, alors que la législation, raconter grand trait. Je diffuse ça, fais diffuser ça sur la presse, immédiatement, toute la presse s'en saisit, de quoi il s'agit, scandale, etc. Ça tombe, pour le Premier ministre de l'époque, qui s'appelle François Fillon, ça tombe très mal. Il va faire, on est au moment où il va faire sa déclaration de politique générale, 5 juillet. Bon. Donc il prépare sa politique générale, les radios, les médias l'interrogent en demandant, Monsieur le Premier ministre, vient d'être nommé, Premier ministre, qu'est-ce que vous allez dire? Il lui parle de quoi? Il lui parle de la carte bleue de Cécilia, de la question du député d'Auzière, etc. Il en a ras-le-bol. Il dit tout ça c'est mesquin, ça n'a pas... Moi je lui réponds, vous savez, tout ce qui concerne les fonds publics n'a aucun caractère mesquin. L'avenir nous a montré qu'effectivement il avait un rapport à l'argent public. Et du coup, alors là, la réaction de Sarkozy est très vive, comme toute la presse parle de ça, la réaction est très vive. On retire tout de suite la carte bleue et le porte-parole du gouvernement dit, à l'issue du Conseil des ministres, parce qu'on a parlé de ça au Conseil des ministres, dit, bon, le président veut que désormais on ne mette plus en cause la présidence de la République, que tout ça soit éclairci. Il va donc ensuite faire une réforme constitutionnelle, nommer la commission dite Balladur, durant laquelle on va examiner toute une réforme de la Constitution, et dans ce rapport, il y aura un chapitre sur la présidence de la République, et le comité Balladur préconise, reprend un peu les préconisations que j'ai formulées au cours du temps, c'est-à-dire qu'il faut un vrai budget, il faut un contrôle, etc.
Et c'est ce que Sarkozy va mettre en œuvre à la fin de l'année 2007, c'est-à-dire dans la discussion budgétaire, il va faire des propositions pour qu'à ce moment-là, effectivement, le budget change et qu'il passe de 30 millions à 100 millions. Voilà. Et puis que donc les choses soient éclaircies. Il profite en même temps du fait pour dire il faut que le président de la République ait une rémunération, parce que jusqu'à présent il n'en avait pas. Enfin, il se fixe lui-même, un peu d'argent de poche. Voilà. Bon, comme ça. Les ministres étaient payés depuis 2002. Il y avait une rémunération du Premier ministre et des ministres. Mais le président n'était pas là, ce qui fait d'ailleurs que Sarkozy était un peu surpris. Quand il est arrivé, il demande à sa directrice de cabinet, il dit alors je vais gagner combien? Il était ministre avant, donc comme ministre, il gagnait 14 000 € quoi, à peu près. Et il dit je vais gagner combien? La directrice de cabinet lui dit ce que vous voulez. Comment ça, ce que je veux? On est en juillet, on est en novembre, c'est avant la réforme. Bah, il dit, et mon prédécesseur gagnait combien? Bah, il lui dit 6 000. Il y avait 6 000 parce que la tradition a fait que le président de la République décidait de s'attribuer une rémunération de 6 000 €. Alors chaque président qui est arrivé disait que fait mon prédécesseur? Ça, moi je continue. De toute façon, c'était de l'argent de poche. Car comme il n'y avait pas de budget, le président vivait aux frais de l'Élysée. Donc il n'avait pas besoin d'argent de poche. Enfin, si, il avait besoin, il avait 6 000 €, mais 6 000 € c'était vraiment de l'argent de poche. Hein. Il n'y avait aucune dépense à faire. Bon. Alors il dit, bon, alors je vais gagner moins, comme président de la République, je vais gagner moins que comme ministre. Et Emmanuel Mignon dit, qu'est-ce que vous voulez? Il dit, je veux au moins garder mon salaire de ministre. Aucun problème. On donne un ordre au trésorier de l'Élysée, payé au président de la République 14 000 € par mois, c'est tout. Bon. Donc c'était pas... voilà, ça se décidait comme ça. Il décide au mois de novembre d'officialiser. Alors là, ça va devenir, et tout le monde va découvrir que désormais, le président de la République a une rémunération, etc. Ça va d'ailleurs faire un peu scandale, parce qu'en même temps, il dit je ne peux pas augmenter le SMIC parce que je n'ai pas d'argent. Bon, et donc voilà. Mais à partir de 2008, donc le premier budget 2008, il y a désormais un budget, un vrai budget du président de la République. Ce budget va être contrôlé par la Cour des comptes. Bon. Et puis la Commission des finances de l'Assemblée, elle va aussi établir un rapport et va aussi demander des comptes. Voilà. Et donc, en même temps, eh bien, évidemment, comme la Cour des comptes va contrôler, on va mettre en place à l'Élysée une procédure pour désormais faire que les choses se passent normalement. On va faire des appels d'offres, on va faire des bons de commande, de vrais bons de commande. Enfin, en fait, on va dépenser en comptant. Avant, on dépensait sans compter. Il y a d'ailleurs une bonne anecdote du temps de Madame Chirac, qui était une vraie maîtresse de maison, qui gérait la seule épouse du président à avoir adoré l'Élysée. Toutes les autres détestaient. Elle, à un moment donné, elle prépare un grand repas, et puis elle choisit les vins, et il y a l'intendant de l'Élysée qui lui dit, Madame, vous avez choisi des vins, vous avez vu le prix des vins, des bouteilles? Elle lui dit, Monsieur, ici, on ne compte pas. Ça résume bien ce qui se passait à l'Élysée. Alors désormais, il n'y a plus question. Donc on va compter. On va compter, on va demander des justificatifs, etc. Donc, et tout ça va d'ailleurs se traduire par des économies substantielles. À partir du moment où on décide de compter, de limiter le nombre de déplacements, enfin des personnes qui assistent à un déplacement et tout ça, bref, mettre les gens en concurrence, les fournisseurs en concurrence, ben, tout ça entraîne des diminutions sensibles, et ça va se faire. Je maintiens malgré tout la pression, même si maintenant il y a un fort budget, parce que au début, Nicolas Sarkozy avait tendance à dépenser beaucoup. Donc le budget avait tendance un peu à augmenter. Donc je souligne, attendez, voilà, on maintient la pression, et puis, mais les choses vont commencer à se régulariser. Dans la pression que je maintiens, il va y avoir notamment en 2010 la suppression de la garden party de l'Élysée. Pendant 2 ans, j'ai essayé de savoir, enfin c'est la réception du 14 juillet, là. Pendant 2 ans, j'ai essayé de savoir combien il y avait de personnes, combien ça coûtait. On ne me répondait pas, on me répondait à moitié, enfin c'était toujours...
Par contre, la presse vous disait, le nouveau président fait des économies, fait ceci, cela. Enfin, la situation n'était pas claire. À un moment donné, finalement, je dis, écoutez, tout ça, ça va bien. Vous me racontez des salades. Je ne disais pas ça comme ça, mais c'était ce que ça voulait dire dans mes questions. La presse évoque ça, vous me répondez à côté. Bon, il est temps, dites-moi exactement combien ça coûte. Et je demande la question, combien ça coûte pour installer les tentes, pour remettre la pelouse en état, pour le champagne, enfin bref. Et il se trouve qu'en juin 2010, on fournit la réponse, très vite. On donne le détail de chaque. Ils sont très gentils, ils ne font pas le total. Ils me laissent le soin de faire le total. On me donne chaque chapitre. Je fais le total, 750 000 €. Et en même temps, j'ai demandé combien il y avait de personnes, 7500 invités. Donc ça fait quand même 100 € par personne. Et c'est la première fois qu'on le sait. Donc ça, évidemment, toute la presse s'en saisit. En disant, voilà ce que ça coûte. À force, vous savez, quand on maintient le secret partout, quand vous relevez, quand vous soulevez, et que vous faites un peu la lumière, ça surprend tout de suite. Et alors ça tombe très mal en juin 2010. Ça tombe très mal parce que à cette période-là, l'Élysée a décidé de faire des économies, parce que la France a subi une crise monétaire en 2008, donc on a beaucoup dépensé d'argent pour limiter les conséquences de la crise. Enfin, après, il faut remettre un peu les comptes en équilibre, et donc là, à ce moment-là, on dit, attendez, il faut serrer les boulons. Et notamment, Sarkozy dit à ce moment-là, écoutez, il faut éviter les dépenses un peu inutiles. Ben, je vous donne l'exemple, moi, je décide de supprimer la garde de parti. Bon, c'est pas mal. Hein. Enfin, c'était content, ça fait quand même une économie. À l'époque, c'est ce que m'a dit l'un de nos anciens collègues, Guy Carcassonne, qui était professeur de droit constitutionnel. Il m'a dit, René, toi, tu es un député qui n'a pas grand-chose à la nation, hein, avec les économies que tu fais faire. Évidemment, pas député, ça coûte un peu. Mais voilà. Et donc, voilà un peu comment les choses se sont mises en état. Après Sarkozy, la présidence de Hollande va poursuivre, naturellement, c'est-à-dire va continuer les économies de manière beaucoup plus forte. Hollande était un président qui, pour la présidence, a dépensé très peu. Il a réduit, il a serré les boulons de manière très forte, même un peu brutale. Il a diminué très substantiellement les dépenses, de l'ordre de 15% par rapport à la période Sarkozy, mais on va faire la même chose, on multiplie les appels d'offres, enfin on fait attention aux déplacements. Par exemple, quand le président se déplace, bon, Sarkozy prenait facilement l'avion, l'Airbus 330, même quand il voulait se déplacer en France, etc. Hollande, lui, ne va se déplacer, et Macron a fait la même chose. Hollande ne se déplace en Airbus 330 que pour des voyages lointains. Quand on se déplace en Europe, où il y a 1 heure ou 2 heures de vol, il utilise un avion gouvernemental plus petit, mais qui coûte moins cher, hein, avec une délégation plus faible. Donc, voilà les genres d'économies qu'on peut réaliser. Donc Hollande va faire beaucoup d'économies, et puis donc Macron, lui, va suivre. Macron dépense un petit peu plus, pas besoin, mais aujourd'hui, c'est transparent, on a les documents qui existent, on sait ce qui existe. Parce que, au fond, c'est la réalité. Qu'est-ce que c'est que le budget de l'Élysée aujourd'hui? C'est entre 110 et 120 millions d'euros. Tout dépend de la manière dont on compte. Hein. On peut rajouter quelques petites choses au budget officiel qui est à 110, si on compte le prix des anciens présidents, enfin, etc. C'est entre 110 et 120 millions. 110 à 120 millions d'euros, si vous faites le calcul, il y a 67 millions de Français. Ça fait 1,80 €. C'est le prix d'un café, non? À peu près, ça, par an. Bon, oui, c'est pas considérable. Surtout quand on vous dit que c'est le budget d'une ville de 80 000 habitants. Pau ou Versailles, par exemple. Quand vous regardez leur budget est autour de budget de fonctionnement est autour de 110, 115 millions. Donc, voilà. Et une ville de 80 000 habitants, c'est pas la plus grande des communes françaises. Hein. Bon. Et puis quand on fait, comme on sait qu'on est un peu endetté, 110 millions, c'est le prix d'une journée
des intérêts de notre dette. Oui, on paye nos intérêts, c'est 360 fois 110 millions. Par an, ça fait 42, 43 milliards, je sais pas, enfin voilà. Donc en une journée, le budget de l'Élysée, c'est une journée de la dette. Donc ça relativise. Et alors, on va faire le calcul encore. Si on dit, on a beaucoup de dépenses publiques, la Sécu, enfin et tout, 1 000 € de dépenses publiques. Il vaut mieux raisonner sur par tranche de 1 000 € de dépenses publiques. Que représente le budget de l'Élysée? 10 centimes d'euros. Vous avez bien compris, 10 centimes d'euros par tranche de 1 000 € de dépenses publiques. Autrement dit, quand on veut faire des économies, très franchement, c'est sans doute pas à l'Élysée qu'on peut calculer. Hein. Sur 10 centimes d'euros, on peut peut-être faire une économie de 0,01 centime. Bon. Ceci dit, c'est un budget qui est tellement exemplaire, c'est un budget qui est tellement visible, que naturellement, on y fait attention. Mais longtemps, on n'a pas su ce que c'était que ce budget. Donc, il faut quand même savoir que ce budget est maintenant connu, il est contrôlé. On est d'ailleurs sans doute le meilleur exemple au niveau mondial, enfin, au moins pour les pays qui ont une comptabilité qui compte, enfin, bon, etc. Mais donc, on sait maintenant ce que ça coûte. Alors, est-ce que pour autant tout est parfait? Non. Je pense que l'une des faiblesses, l'une de nos grandes faiblesses, parce que je suis devant des étudiants en droit, je ne sais pas ce que je veux dire, terminer par ça, l'une de nos plus grandes faiblesses, c'est que tout ça, qui est maintenant, j'allais dire, transparent, qui n'appelle plus d'observation scandaleuse, tout ça, malheureusement, ne repose sur aucune base juridique. C'est un peu une habitude française. On vit, mais il n'y a pas de référence juridique. Alors, je vous prends un exemple. Prenez la rémunération du président de la République. La rémunération du président de la République, maintenant, on la connaît. C'est 14 000 €. Hollande, quand il est arrivé, a diminué de 30% la rémunération qui était fixée. Bon. Mais cette rémunération, elle est fixée par le texte. Mais par exemple, c'est le président lui-même qui fixe la somme. L'Assemblée avait voté la rémunération du président. Le Conseil constitutionnel a dit interdit. Séparation des pouvoirs. L'Assemblée ne peut pas interférer dans la rémunération du président. C'est à lui-même de le dire. Ça se discute. En tout cas, ça se discute, que ce soit lui qui le fixe, même si aujourd'hui c'est public. Bon. Et donc, là-dessus, je ne parle pas de la retraite du président. La retraite du président, ça a été longtemps le seul point qui était public pour la présidence, mais ça a été fixé en 1955. En 1955, bon. Et depuis, on n'a rien changé. C'est-à-dire que quand on a fixé une rémunération au président de la République, donc je dis qu'il est de l'ordre de 14 000 €, eh bien, on n'a pas pour autant fixé sa rémunération en retraite. Pour un fonctionnaire, en général, la retraite, c'est 75% de la rémunération du président. Là, non. On n'a pas parlé des anciens présidents. Ou plutôt, on a fait autre chose, c'est-à-dire qu'on a décidé de donner aux anciens présidents un certain nombre d'avantages matériels, voitures, appartements, cuisiniers, enfin, etc. On l'a défini comment? Une lettre du Premier ministre, à l'époque Laurent Fabius, au seul ancien président qui existait à l'époque, qui était M. Valéry Giscard d'Estaing. On est en 1985. Le 9 janvier, il reçoit une lettre qui lui dit « Monsieur le Président, le président de la République m'a demandé de vous dire quels sont les éléments dont vous allez pouvoir disposer. » Et cette lettre énumère tous les avantages dont va bénéficier l'ancien président. Cette lettre est secrète. Elle restera secrète pendant plus de 10 ans. Dès que j'en aurai connaissance, je la rendrai publique. Enfin, voilà. Elle n'est d'ailleurs signée par personne d'autre. Et une simple lettre du Premier ministre, alors on m'a répondu, une fois j'ai posé la question, en vertu de quoi les anciens présidents en lit, une lettre valant décision, retenez le terme juridique, c'est le professeur, une lettre du Premier ministre valant décision.
qui engage les dépenses publiques sans contreseing de qui que ce soit. Le ministre du budget n'est pas si signé, rien du tout. Et à un moment donné, quand cette lettre est rendue publique, sur la base de cette lettre restée secrète et pas contresignée, on engage 10 millions de dépenses, parce qu'à l'époque, il y a 3 présidents de la République, 3 anciens présidents de la République qui bénéficient chacun des avantages. Bon, ouais. On pourrait quand même, au moins, mettre tout ça sur la place publique, c'est tout. Justifier, pas justifier, mais au moins le dire. Bon. Il y a un autre point, la sécurité du président de la République. Longtemps, le président de la République n'a pas été pas sécurisé. C'est François Mitterrand qui, en 1981, décide de créer le groupe de sécurité de la présidence de la République et de recruter des gendarmes. Enfin, il le fait pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y a des menaces très précises de terrorisme à l'égard des présidents. À cette époque-là, rappelez-vous, vous êtes un peu jeune pour le rappeler, il y a un attentat contre le pape de l'époque, il y a un attentat contre le président égyptien Sadat, il y a un attentat contre le président des États-Unis, Reagan, qui sont tous blessés, sauf Sadat qui lui va mourir, mais les autres sont blessés gravement. Et il y a des menaces sur le président de la République. Et le président, il est protégé comme l'étaient ses prédécesseurs, à l'exception du général de Gaulle qui lui avait des menaces particulières, avait une protection particulière, mais les autres, c'est comme ça. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que le commandant Proutot, qui est celui, le gendarme qui va mettre en place tout ce dispositif, il dit, pour apprécier la sécurité du président, il convoque 2 hommes. On lui demande de regarder comment il protégeait le président. Alors il prend deux soldats, il prend deux de ses adjoints, il leur dit, écoutez, vous avez 1 mois pour tuer le président de la République. Enfin, tuer, façon dire. Hein, étant donné que le président circule, se déplace, etc., vous allez essayer de vous approcher de lui et de vous mettre dans une position où vous auriez pu le tuer. Ça n'a pas duré 1 mois, ça a duré 8 jours. Au bout de 8 jours, les deux sont venus avec des photos pour montrer que, alors qu'ils étaient parfaitement inconnus des gens de la sécurité, ils se sont retrouvés à plusieurs reprises vis-à-vis de François Mitterrand, président de la République, dans des manifestations. C'est-à-dire que tout le monde s'approchait, comme on disait, et que celui qui aurait voulu tuer le président de la République, il n'avait aucune difficulté. On ne savait pas fouiller, on n'avait rien demandé, alors à partir de là, on a dit ça suffit. Et là, on a mis en place une sécurité avec des types musclés, celle qui est encore en place. Mais tout ça ne repose sur aucune base juridique. C'est une décision du président de la République de l'époque. Ses successeurs ont gardé ça, ont un peu modifié la proposition. Il n'y a aucune base juridique. On ne sait pas quel type d'homme on peut nommer, quelle formation, à qui ils vont dépendre et tout. Enfin, on pourrait quand même un peu préciser les choses. Bon, je vous ai parlé du statut des anciens présidents. Aujourd'hui, ils bénéficient d'un certain nombre d'avantages. En gros, un ancien président, ça coûte 800 000 €. Hein. Sarkozy, c'est 830 000, Hollande, c'est 800 000, et Valéry Giscard d'Estaing, c'est 700 000. Puis en plus, il y a la sécurité. Là, la sécurité, on ne discute pas, on ne donne pas d'ailleurs le détail. La sécurité, ça coûte environ 2 millions par président, et on ne donne pas d'ailleurs les effectifs par définition. On va dire aux gens que le président il est protégé par 2 personnes de telle heure à telle heure. Enfin bon. Mais enfin, voilà. Mais ces anciens présidents, si vous voulez, bon, il y a maintenant un décret. François Hollande a pris un décret pour rendre ça. Mais on pourrait savoir, est-ce qu'ils doivent encore bénéficier de ces avantages-là? Quand vous voyez, par exemple, qu'un ancien président peut participer à des conseils d'administration, sociétés privées, faire de la communication, etc., faire des conférences et se faire payer, est-ce que c'est normal ou pas? Est-ce qu'il doit avoir, quel rôle il doit avoir? Est-ce qu'un ancien président a encore un rôle public, auquel cas l'État peut le financer? S'il n'a plus de rôle public, pourquoi est-ce qu'il faut le financer? Bon, ça va pas être débat. Donc voilà, là, ça. Et puis il y a le fonctionnement de la présidence. Bon, François Hollande a mis un règlement budgétaire à l'Élysée aujourd'hui, quand on veut dépenser, je termine, aujourd'hui quand on veut dépenser à l'Élysée, on sait le règlement,
autorisation d'engagement, etc. Donc un peu ordonnateur, l'ordonnateur est toujours le comptable. C'est pas comme dans les administrations. Enfin, on a pris quelques précautions, mais il y a un règlement budgétaire. C'est déjà un progrès. Mais c'est lui qui l'a pris. Son successeur n'est pas obligé de le garder. Il le garde, il trouve que c'est bien. Il n'est pas obligé, pas de base. Son successeur, Emmanuel Macron, vient de décider un organigramme à l'Élysée. Pour la première fois depuis 1958, il y a un organigramme, on répartit les gens. C'est lui qui l'a décidé. J'ai obtenu dans mon cas l'organigramme de l'Élysée, là, ils m'ont fourni. Bon. Mais c'est lui qui l'a décidé. Un autre président pourrait décider de supprimer tout ça et de revenir aux notes. Bon, il n'y a pas non plus de texte. Le contrôle de la Cour des comptes, c'est Nicolas Sarkozy qui a dit « Moi, je veux un contrôle de la Cour des comptes ». Ce n'est pas dans les attributions de la Cour des comptes. Ce serait peut-être mieux de dire d'avoir un texte qui dit que la Cour des comptes doit contrôler le budget de l'Élysée, comme un texte dit que la Cour des comptes est associée au travail du Parlement. Donc vous voyez, il n'y a aucune... Aujourd'hui, on n'a plus d'inquiétude sur la manière, je dirais, dont on dépense l'argent à l'Élysée, parce qu'on connaît, il y a la transparence, il y a le contrôle de la Cour des comptes. Mais tout ça repose sur un édifice qui est lié à la personne du président. Il n'y a pas de texte disant voilà comment doit fonctionner la présidence, pas de cadre. Et donc c'est sûrement le progrès qui reste à faire. Voilà ce que je voulais vous dire. Maintenant, je reste disponible pour vos questions. Merci beaucoup, cher René, pour cette présentation, cette conférence très nourrie, très riche, nourrie de tout ton travail d'enquête pendant ces nombreuses années et nourrie également de ton expérience, donc illustrée de très nombreuses anecdotes et de faits qui ont marqué ce parcours de plusieurs années au Parlement avec une visée très précise sur le palais d'Évreux. Je cède la parole à Stéphanie Damaret. Je cède la parole à Stéphanie Damaret pour réagir et de relancer sur certains aspects avant d'ouvrir un échange avec les étudiants présents dans la salle. Et là, je peux appuyer sur trouver la parole. C'est sensible. Merci, un grand merci aux députés d'Auzière de nous avoir fourni ces éclairages. Pour ceux qui sont des habitués de la lecture de vos ouvrages, ça vient compléter encore effectivement le panorama que vous avez pu dresser depuis un bon nombre d'années maintenant. On comprend bien, je pense, le rôle important qui a été le vôtre durant ces années pour justement mettre sous d'actualité, on va dire, ce budget pour lever progressivement le voile qui existe en la matière. Alors moi, j'aurais peut-être deux interrogations qui vont venir en complément du travail que vous avez réalisé, puisque effectivement, on a compris que grâce à vous, cet éclairage avait conduit à revoir à la fois les positions au niveau des assemblées parlementaires, mais également au niveau de la Cour des comptes. On sait que depuis 2009, la Cour des comptes joue un rôle sur le sujet, puisque désormais, vous l'avez rappelé à l'instant, elle va contrôler les comptes de l'Élysée. Est-ce qu'on peut dire que depuis cette date, les contrôles qui ont pu être effectués par la Cour des comptes ont pu avoir une incidence notable sur la manière avec laquelle ces fonds ont été gérés? Et une deuxième interrogation concernant, cette fois-ci, le point de vue du Parlement. On a bien compris que vous aviez a priori bien enquiquiné vos collègues sur le sujet. Il y a un rôle quand même important qui doit être joué par les commissions parlementaires. Est-ce qu'on peut dire qu'elles peuvent constituer un relais conséquent? Est-ce qu'elles jouent vraiment le rôle qui devrait être le leur? Alors, la deuxième question sur le contrôle du Parlement. Les choses ont changé depuis 2017. Avant 2017, donc entre 2008 et 2017, la Commission des finances a contrôlé très strictement le budget de l'Élysée en nommant un rapporteur spécial qui posait ses questions à l'Élysée, qui avait des réponses, qui éventuellement
convoqué le directeur de cabinet qui s'occupait de ces questions, et ce rapporteur était toujours un membre de l'opposition. C'était Jean Launay sous Sarkozy, ça a été Marc Le Fur, qui est toujours député d'ailleurs, il était député UMP, donc les Républicains, sous Hollande. Et les deux ont toujours fait leur travail avec beaucoup de respect pour la présidence de la République, mais en ayant le souci de donner au Parlement et donc à l'ensemble de l'opinion publique le maximum d'informations. Bon. Depuis 2017, les choses ont changé. Les choses ont changé parce que chaque année, le rapporteur du budget de l'Élysée change. Et ensuite, si le premier, en 2017, donc sur le budget de 2018, était encore un député expérimenté qui était Philippe Vigier, qui a pu faire quelques observations. Ensuite, le deuxième rapporteur et le troisième rapporteur sont des députés novices qui ont été nommés au dernier moment et dont les rapports sont tout simplement inconsistants. Autrement dit, le risque aujourd'hui, c'est que... Et ils appartiennent à la majorité en plus, donc une sorte de règle. Et donc aujourd'hui, il y a un affaiblissement très grand du contrôle parlementaire. Alors le Sénat a repris du coup la balle au bond. Avant, le Sénat ne disait pas grand-chose puisque les scènes se passaient à l'Assemblée. Maintenant, puisqu'elles ne se passent plus à l'Assemblée, le Sénat reprend un peu de pouvoir. Mais là, il y a une inquiétude à avoir. Alors j'ai écrit, j'ai saisi moi personnellement le président de la Commission des Finances en lui disant c'est pas possible que la Commission des Finances, qui a joué un rôle aussi important en matière de contrôle du budget de l'Élysée, puisse aujourd'hui, simplement en confiant les choses à des amateurs, je ne dis pas amateurs, ça se comprend. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire qu'il y a une inquiétude qu'il peut avoir. Sur le premier point, sur l'influence de la Cour des comptes, alors là, le rôle de la Cour des comptes sur le contrôle de l'Élysée est fondamental. C'est grâce à toutes les observations de la Cour des comptes, faites année après année, que l'Élysée a été obligé de changer ses procédures. C'est parce que la Cour des comptes a dit, attendez, il n'y a personne, quand le président se déplace, personne ne fixe ceux qui vont participer. Tous ceux qui veulent participer s'auto-désignent là-dessus. Bon, désormais, le directeur de cabinet fixe le nombre des personnes qui vont accompagner le président, et en plus, il faut qu'il y ait un justificatif. La Cour des comptes a dit, quand le président se déplace, il y a une mission préparatoire qui s'en va, cette mission pour préparer le déplacement. Cette mission préparatoire, d'abord, elle était très importante, elle dépensait beaucoup, on allait en hôtel, on louait des voitures, enfin, etc. La Cour des comptes a dit, ça coûte trop cher. Et donc, à partir de ce moment-là, l'Élysée a dit, bon, voilà, les missions préparatoires sont maintenant, alors les gens, au lieu de partir en première classe, non seulement ils partent en deuxième classe pour préparer la visite, mais en plus, pour avoir des voyages moins chers, ils prennent des vols qui sont des vols directs et des vols avec escale. Bon, il paraît qu'il y en a certains qui vont se mettre un peu, et on leur dit, attends, il n'y a plus question de louer des voitures, vous prenez des taxis pour vous déplacer, et puis dans les hôtels, maintenant, il y aura un plafond, enfin un remboursement, comme ils sont bref. Donc, tout ça, si vous voulez, ce sont des économies, des décisions qui sont prises par l'Élysée à la suite du rapport à la Cour des comptes. Quand la Cour des comptes dit, attendez, on prend par exemple les tentes lors de la réception du 14 juillet à l'Élysée, la Cour des comptes, alors que l'Élysée disait on fait des appels d'offres, la Cour des comptes dit, attendez, dernière réception, c'était en 2009, on a lancé un appel d'offres. La Cour des comptes ne dit pas que c'était un appel d'offres bidon, elle n'a pas son vocabulaire. Elle dit on peut s'interroger sur l'opportunité ou sur la réalité des choses. Elle dit parce que finalement, on a choisi le plus cher et qui par hasard est celui qui est retenu depuis 20 ans. Bon, là, on s'aperçoit qu'à partir de là... bon. Et donc, toutes ces observations de la Cour des comptes ont été importantes. Alors la dernière observation, si je vous la donne, c'est tout simplement parce qu'elle va redevenir d'actualité. Vous allez en entendre parler bientôt parce qu'il va y avoir un procès
Donc là-dessus, ça a pris du temps. Premier contrôle de la Cour des comptes, regarde ce qui se passait à l'Élysée. Alors évidemment, le premier rapport de la Cour des comptes, quand elle décrit ce qui se passait avant, c'est affreux. On vous dit, on n'a pas de bon de commande. Mais quand il y a un bon de commande, il est fait une fois que la commande est livrée, et on s'aperçoit que le contenu du bon de commande ne correspond pas à ce qui a été livré. On voit des choses épouvantables. Mais première chose qu'elle demande, c'est la signature d'un engagement de dépense à l'Élysée par la directrice du cabinet de l'époque, et qui signe pour une dépense de 1,5 million d'euros, pas une petite dépense, des sondages. C'est une lettre, une seule lettre, un bon de commande en quelque sorte, une lettre, voilà. Monsieur Buisson, président de la société Intel, est autorisé à faire des sondages, à décider le nombre de sondages, le contenu, enfin, etc. Il décide de tout. L'Élysée dit ça coûte 1,5 million, terminé, c'est 1,5 million. Quand la Cour des comptes va découvrir ça, elle dit voilà, c'est pas possible. On ne peut pas, une somme de ce type, il y a des plafonds pour les marchés, enfin, etc. En plus, c'est lui qui décide tout, l'Élysée ne contrôle rien du tout, bon, etc. Donc la Cour des comptes souligne que ça ne va pas très bien. Et quand la Cour des comptes va rendre public cette observation, elle le rend public en 2009, hein, quand elle a examiné tout le budget 2008, et donc elle a eu le temps d'examiner, ça fait du bruit. Ça fait du bruit, tellement de bruit d'ailleurs que ça va entraîner que la commission des finances de l'Assemblée s'en saisit, obtient la liste des sondages, leurs coûts, etc. Et qu'à partir de là, on va engager, les citoyens vont engager des procédures pour dire, attendez, il y a un mauvais usage, détournement de fonds publics, etc. Et donc, après une instruction judiciaire qui a duré longtemps, les protagonistes en question, c'est-à-dire la directrice de cabinet de l'époque, puisque c'est elle qui a signé, le secrétaire général de l'époque, puisque lui il a dit il faut signer, le directeur financier de l'époque à l'Élysée, qui avait son avis, et puis les bénéficiaires de ce fonds ont été envoyés en correctionnel. Donc on va avoir très prochainement le procès de ces personnes sur quelque chose qui s'est passé en 2008, hein, qui a été corrigé depuis. C'est-à-dire que depuis, enfin, même sous Sarkozy, enfin, depuis Hollande, on fait plus de sondages à l'Élysée. Hein, sous Sarkozy, il y avait 40 000 € de sondage par semaine. Donc, ça fait quelques millions, ça fait une dizaine de millions pendant les 5 ans. Bon, Hollande, il n'y a plus de sondage. Mais même sous Sarkozy, à la fin, du coup, les sondages continuent à se faire, mais avec un appel d'offres, hein, dans une procédure régulière, enfin à peu près régulière. Donc, le rôle de la Cour des comptes est fondamental. Ceci dit, vous savez, il y a 2 magistrats de la Cour des comptes pour contrôler un budget de 100 millions. Très franchement, la Cour des comptes, ils trouvent que bon, ça fait beaucoup. Hein, mais ça n'empêche que, alors là, je peux dire, il n'y a aucune collectivité locale n'est contrôlée comme la Cour des comptes, comme l'Élysée. Hein. Merci. Une dernière remarque avant de céder la parole, et peut-être pour des questions dans l'amphi. Vous avez évoqué l'évolution possible, en tout cas constatée, du budget de l'Élysée, notamment l'évolution récente du budget de l'Élysée avec le président Macron. J'avais cru comprendre qu'il y avait des évolutions qui résultaient en fait de transferts de crédits, puisqu'on avait rapatrié dans le budget de l'Élysée notamment les crédits d'équipement et d'investissement pour les groupes de sécurité à hauteur d'à peu près de 2 millions d'euros. Est-ce que ça comprend ça? Est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles vous avez songé pour évoquer effectivement cette augmentation? Non, alors, là, l'augmentation n'est qu'apparente pour les finances publiques, parce qu'à chaque fois qu'une dépense ministérielle est transférée à l'Élysée, ça veut dire que, bon, naturellement, ça augmente le budget de l'Élysée, mais si la dépense diminue, normalement elle diminue de ministère, donc pour les finances publiques, l'opération est nulle. Et c'est le principe même du budget de l'Élysée, c'est-à-dire que toutes les dépenses, et de la LOLF, toutes les dépenses qui concernent l'Élysée doivent figurer dans le budget de l'Élysée. Il y a encore quelques dépenses qui ne figurent pas. Hein. Il y en a qui figurent, je trouve qu'elles ne devraient pas y figurer, c'est par exemple ce qui concerne l'entretien au titre des monuments historiques. Le palais de l'Élysée, c'est un monument historique et
dont le contenu résulte de tout ce qui s'est passé durant les siècles où il a été. Et donc, comme tous les monuments historiques, il y a des pièces uniques, rares, mobilier, et tout ça. Et donc, dans ce qui concerne les pièces de réception, parce que je peux vous dire que les bureaux de travail des collaborateurs, c'est pas ça du tout. Et que les sous-sols dans lesquels travaille le personnel de l'Élysée, c'est pas ça non plus. Il ne faut pas se faire allusion. Les pièces de réception, c'est très bien. C'est très bien, mais ça coûte cher à entretenir. Et là, je ne vois pas pourquoi l'Élysée, le locataire de l'Élysée, qui est le président de la République, devrait supporter sur son budget les frais, je dirais, de maintien en état du monument historique. C'est le rôle du ministère de la Culture. Et donc, le ministère de la Culture devrait prendre ça à sa charge complètement, et ça devrait sortir du budget de l'Élysée. D'autant que ça coûte cher, le monument historique. Par contre, si on prend le coût de l'avion présidentiel, dans la mesure où cet avion présidentiel, le gros, l'Airbus 330, n'est utilisé que par le président de la République et exceptionnellement par le Premier ministre pour les déplacements long terme, je pense que là, le coût d'amortissement de l'avion devrait être mis dans le budget de l'Élysée. Voilà. Mais sinon, il n'y a plus beaucoup. Il n'y a plus beaucoup de dépenses, il y en a encore un petit peu qui sont qui prennent dans les ministères, donc on pourrait rapatrier à l'Élysée. Mais vous savez, les ministères ne sont pas toujours très coopératifs. Par exemple, la Cour des comptes relève elle relève par exemple que le coût des interprètes, quand on utilise les interprètes du ministère des Affaires étrangères, quand on a besoin de l'Élysée. Et donc ça a un coût, ça coûte à peu près 300 000 € d'interprètes pour l'Élysée par an. Et la Cour dit, pourquoi est-ce que l'Élysée ne rembourse pas le ministère des Affaires étrangères? Mais là, le ministère des Affaires étrangères dit, non, moi je ne demande pas le remboursement, parce que de toute façon, les frais d'interprétariat, ça fait partie de notre mission d'office, donc on remplit ça pour le compte de la présidence comme les autres, et le ministère lui-même ne réclame pas les sommes. Mais je dirais maintenant, même quand un certain nombre de sommes sont encore dispersées dans les ministères, on le sait. Voilà. Nous pouvons remercier chaleureusement René Dosière d'être venu à Lille.